bien informer les gens, ça peut être aussi nécessaire qu'avoir une eau potable. Tu vois, la fracture numérique qui touche justement les plus âgés d'entre nous qui n'arrivent pas à se connecter à leurs impôts, qui n'arrivent même plus à contacter tel ou tel service, c'est un vrai problème. Pour avoir parlé à quelques députés à l'époque, ils me disaient que sur les 577, t'en avais peut-être 12 qui comprenaient complètement les enjeux du numérique et de souveraineté technologique, d'analyse critique. Il y a énormément de gens qui critiquent des objets, des outils qu'ils n'utilisent pas. Et surtout péter ce fantasme, ce cliché des digital natives, c'est-à-dire ils comprennent le numérique mieux que nous parce qu'ils sont sur TikTok toute la journée. Dire que la technologie est neutre et on en fait bien le meilleur, non, la technologie est pas neutre, elle a été pensée d'une certaine manière, donc c'est pas un marteau où tu pètes la gueule de ton voisin ou tu plantes un clou. Non, on peut dire que ce marteau il est aussi designé de telle manière à ce qu'il induise un comportement plus qu'un autre. En l'occurrence, c'est plutôt le comportement. On parle des réseaux sociaux qui va plus vers taper la tête de ton voisin que construire un meuble en plantant un clou. Et on espère que cet épisode sera une bonne matière première pour vous aider à penser tous ces enjeux. Oh, ce petit est timide. Si on trouve des photos de Julia Roberts en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo. Mettez une pub à la une. Récompense pour une photo de Spider-Man. S'il ne veut pas être populaire, je me charge de le rendre impopulaire. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Ah, quelle joie de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. À mes côtés, Mick Lévy. Salut. Et Thibaut Lemann. Hello. Bon, messieurs, ça ne va pas, mais ça ne va pas du tout. Du tout. Interro surprise. Ok. Ah là là. Mick, qui est le Premier ministre anglais? Je sais pas. Ah d'accord, super. J'ai Thibaut, pas révisé. Ouais, je vois ça. Thibaut, combien de médailles d'or pour la France au JO? Voire plus. Ouais, voire plus, d'accord. Allez, tout le monde joue sur la dernière question. À quelle heure est diffusé Le Meilleur des Mondes, l'émission de notre invité sur France Culture? Attention, il y a un piège. C'est vendredi soir. Il y a un piège. Ding. Eh bien, mauvaise réponse, encore raté. Le Meilleur des Mondes n'est plus à l'antenne à partir de cette rentrée. Et je vais vous dire un truc, c'est bien dommage. Tu vois, il y a un problème avec l'info, Thibaut. Et je vais te le dire, moi, 94% des Français s'intéressent à l'info, mais seulement 10% d'entre eux peuvent répondre à 4 questions d'actu assez simples. Tu vois le hic, Mick? Ouais. Faut-il y voir l'effet d'un paysage médiatique dont on peut se féliciter pour la diversité, certes, mais dont la course à l'information de plus en plus continue, courte et spectaculaire finit par glisser sur nous comme la pluie sur les plumes d'un canard. Alors quand on resserre la focale sur ce qui nous anime chez Trench Tech, les enjeux de société liés à la technologie, ça vous le savez déjà, comment ne pas s'interroger sur la place réellement accordée à ce sujet dans les médias français pour permettre au public de prendre le recul nécessaire à sa bonne compréhension. Nous avons la grande joie d'accueillir François Saltiel, journaliste, auteur, réalisateur et producteur, en radio et en télé notamment, et animateur de feu Le Meilleur des Mondes sur France Culture, dont nous sentons forcément proches et dont nous admirons le travail, disons-le. Avec lui, nous nous demanderons si, à force d'entendre parler de numérique partout, on finit par ne plus penser le numérique nulle part. Puis nous questionnerons la place des élites et de leur déconnexion face à ces sujets, pour enfin tenter d'imaginer ensemble comment exposer le grand public un peu plus que l'écume des enjeux charriés par la tech. Pour pimenter un peu plus ce programme encore, 2 chroniques que vous adorez snacker, je le sais. La tech entre les lignes de Louis de Disbach. Oh, j'adore. Et un moment d'égarement de Laurent Guérin, et je pense que ça va pétiller. J'en ris d'avance. Tant mieux. Et dans moins d'une heure maintenant, nous débrieferons juste entre vous et nous des idées clés partagées avec François dans cet épisode. Restez donc jusqu'au bout et accueillons François Saltiel. Bonjour François. Salut, bonjour à tous. Bonjour. Salut François. On est vraiment ravis de t'accueillir. On se tutoie ? Allez, on se tutoie avec grand plaisir. Je crois que c'est comme ça que ça se passe dans les médias habituellement. Alors c'est parti pour notre grand entretien. Vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors il y a eu un jour où ma grand-mère s'est mise à me parler d'IA, je m'en souviens hyper bien. C'était un dimanche midi autour d'un poulet frites. Et là... j'ai hésité entre génial, ça y est, le sujet technologique infuse enfin la société jusqu'à ma grand-mère, et où là, on n'est pas rendu parce que c'est pas exactement les bonnes questions qui sont posées finalement. Alors François, j'ai envie de te lancer là avec cette question-là. Est-ce que la manière dont sont traitées les questions de technologie dans les médias globalement et dans le grand public est la bonne approche? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions finalement?
Déjà, c'est une bonne question à laquelle on pourrait répondre. Ah bah on commence fort. Hein. Ah bah vous commencez fort. Déjà, petit clin d'œil à ta grand-mère, donc c'est quand même très bien qu'elle Mamie entende parler Myriam. Mamie Myriam qui entend parler d'IA. 96 ans, hein, pareil. Non mais c'est beau. Du coup, c'est-à-dire que 96 ans et qui parle d'intelligence artificielle, ça veut dire que quand même le sujet est arrivé jusqu'à elle. Après, Ouais. qu'est-ce qu'elle en comprend et est-ce que c'est la cible de toute façon prioritaire de ces questions-là, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ce sujet-là a touché toute la population. Maintenant, il reste à savoir si on l'explique bien, si on donne les bonnes clés de compréhension. Et en fait, c'est très dur, je trouve, de parler de numérique et des enjeux numériques dans les médias. Pour l'avoir fait pendant 3 ans sur France Culture et puis continuer à le faire la saison prochaine dans la matinale sur une durée évidemment plus courte. Et puis pour essayer justement d'aborder ce sujet-là dans des productions audiovisuelles et télévisuelles, Ouais. on se rend compte que c'est pas du tout évident parce que les gens en fait, et ceux qui décident ont du mal à comprendre en fait l'ampleur du sujet. C'est-à-dire que ce sujet, je trouve qu'il est soit traité de manière assez manichéenne, c'est-à-dire le grand remplacement, la grande peur, les fantasmes, etc. Justement, l'IA va nous remplacer. Donc ta grand-mère pourrait dire mon chéri, je crois que tu vas perdre ton job à cause de l'IA, parce que c'est ce qu'elle pourrait entendre. Et puis ou de l'autre, ça va être les petites tendances chroniques de fin des émissions mainstream. On va expliquer la dernière tendance TikTok et aborder les choses de manière un peu superfétatoire. Mais en fait, c'est assez rare les endroits où on aborde ce sujet-là. Bon, c'est ce que vous faites ici. On aborde ce sujet-là en analysant tout en fait les domaines qui sont impactés par le numérique, parce que le numérique est une révolution anthropologique, c'est-à-dire que ça change nos usages, nos pratiques, notre vision du monde, et tout en fait les champs de la société. Et généralement, on l'aborde assez peu de cette manière-là. Donc, soit de manière économique, soit de manière superfétatoire, soit de manière un peu fantasmatique. Alors superfétatoire déjà, vous le notez dans vos cahiers, c'est la rentrée et vous cherchez la définition, c'est un très joli mot. Peut-être que justement on peut commencer par s'interroger sur le paysage médiatique et sa couverture du sujet, sans aller faire une longue liste des différentes émissions, des différents titres de presse éventuellement, etc. Mais si on élargit un tout petit peu la focale, qu'est-ce que toi tu penses de la couverture médiatique des sujets, donc encore une fois liés au fait de décortiquer les enjeux de la tech sur la société et pas justement uniquement, sans que ce soit un jugement de valeur, des petits bouts ici et là de façon superfétatoire. C'est quoi le paysage ? Si on prend le paysage, si on commence par la télévision par exemple, il n'y a aucune émission dédiée en fait aux enjeux du numérique. Si on regarde, t'en as une là qui est dédiée à l'analyse des médias, qui s'appelle C'est médiatique, donc j'ai travaillé un peu dans cette émission et un peu plus cette année, mais tu vois, à part cette émission-là qui va un tout petit peu aborder le numérique, tu n'as pas d'émission consacrée, tu n'as pas une adaptation audiovisuelle du meilleur des mondes, par exemple. Tu pourrais dire chaque semaine, on va voir quels sont les enjeux du numérique qui ont irrigué avec l'actualité de la semaine. Donc en télévision, tu n'as quasiment rien, tu as des documentaires, donc tu vois des one-shots sur des sujets où là, encore une fois, il faut aller vraiment chercher un peu des sujets accrocheurs, donc c'est beaucoup sur ce que je disais un peu tout à l'heure, sur un peu les mythes. Le portrait d'Elon Musk, voilà, comment l'IA vient perturber le travail, la robotique qui fait peur, avec, etc. Ouais. Exactement, où tu reviens sur des Cambridge Analytica, Facebook, la menace TikTok, etc. Mais par définition, c'est compliqué aussi quand tu es dans une logique de documentaire, puisque tu mets 8 mois, 9 mois, 1 an à le produire. Et entre le moment où la technologie avance, les conclusions que tu voulais tirer à ce moment-là, c'est pas simple. Mais on va dire qu'en télévision, c'est assez peu exploité. Et ce que j'en ai compris aussi, c'est que la télévision a pas envie de passer pour le vieux média moralisateur et parfois se dit finalement le numérique, j'ai pas envie de le pointer du doigt ses dérives parce qu'on va croire que je suis un média qui sont en bout de course et que les jeunes que je cherche péniblement à essayer d'attraper mais qui viennent pas forcément chez moi vont considérer que je joue le vieux père la morale. J'ai l'impression. Justement, ça fait partie d'une question, c'est que pourquoi est-ce qu'on cherche forcément à avoir le côté moralisateur, ou du moins à montrer les défaillances, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la tech, et pourquoi est-ce que les médias, justement, ne passeraient pas un peu plus de temps à montrer ce qui fait bien aussi dans la tech, pour démontrer qu'on peut aussi aller tirer quelque chose de bien ? Ouais, en fait, c'est le problème aussi du traitement médiatique, c'est que tu tombes vite dans un manichéisme, c'est-à-dire que tu vois, soit effectivement c'est la grande crainte, la grande menace du siècle, soit on va juste l'aborder dans un côté un peu techno-angélique de l'investissement, du côté un peu B2B. Et en fait, arriver sur cette ligne de crête en disant, bah voilà, il y a des usages qui sont positifs, qui sont négatifs, même si je suis contre, et j'imagine que vous partagez cette idée de dire que la technologie est neutre et on en fait le bien le meilleur. Non, la technologie est pas neutre, elle a été pensée d'une certaine manière, donc c'est pas un marteau où tu pètes la gueule de ton voisin ou tu plantes un clou. C'est l'exemple qui est souvent qui revient employé, toujours, qui revient tout le temps.
Non, on peut dire que ce marteau, il est aussi designé de telle manière à ce qu'il induise un comportement plus qu'un autre. En l'occurrence, c'est plutôt le comportement, si on parle des réseaux sociaux, qui va plus vers taper la tête de ton voisin que construire un meuble en plantant un clou. Mais Alors du coup, François, c'est ça que tu essayais de faire finalement dans le meilleur des mondes. C'est ça qu'on essaie aussi d'ailleurs de porter dans le French Tech. Est-ce que tu peux quand même nous parler du meilleur des mondes, parce que peut-être que tous ceux qui nous écoutent ne connaissent pas cette émission, qu'on vous invite d'ailleurs à l'écouter en podcast. En tout cas, tous les replays sont disponibles sur les mêmes applis que celles où vous trouverez French Tech, d'ailleurs, le meilleur des mondes. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle était ton idée initiale? Quel grand message tu cherchais à porter avec le meilleur des mondes? L'idée initiale, c'était exactement celle-là. C'est-à-dire que je suis allé voir la direction de France Culture en leur disant, bah voilà, vous abordez énormément de thématiques, la géographie, l'histoire, le droit, l'éducation. Il y a un champ qui semble un peu un angle mort, justement, du paysage médiatique, qui est pas abordé, qui est pas analysé de cette manière-là, c'est le numérique. Mais quand tu dis numérique, tu vois, c'est là où déjà tu dois trouver les arguments pour convaincre un décideur. C'est que, faut pas que tu passes pour le vieux geek de service que je suis pas. Moi, j'ai encore Word 2007 et je suis un peu, tu vois, je suis vraiment nul en technologie. Donc, t'es pas là avec le vieux geek qui connaît tout sur tout et qui sait pas dans le cloud. T'es pas dans la... je suis pas vraiment dans le cloud. Mais qu'est-ce que le cloud d'ailleurs? Faut que tu me rappelles. Bon, après, tu nous parles quand même avec des oreillettes Bluetooth. Quand même, que j'ai emprunté à quelqu'un juste à côté, parce que tu vois, je suis même pas sur l'ordinateur, mais je suis sur un téléphone. Donc, tu vois, c'est pas moi, c'est celle d'un ami. Exactement, c'est pas moi. C'est pour un ami d'ailleurs, ma question. C'est pour une amie. Donc, non, tu vois, le côté où tu veux pas passer pour le geek et les mêmes, et justement, le décideur va dire, attends, ça intéresse personne, ça intéresse que des passionnés, des geeks, c'est pas notre grand public, etc. Donc, l'idée, c'est de comprendre que tu vas pas faire une émission qui va parler des gens qui sont passionnés de technologie avec des trucs techniques sur lesquels qui vont écarter grande partie du public. Et c'est justement de dire, mais le numérique, déjà, tu sais, le mot numérique et nouvelle technologie, il est pas très vendeur non plus. C'est-à-dire que quand tu dis tu veux parler de quoi, numérique, nouvelle technologie, tout de suite, encore une fois, c'est déjà vachement mieux qu'informatique quand même. C'est bien pour ça qu'on a pris un nouveau mot d'ailleurs. C'est déjà vachement mieux qu'informatique, mais je sais pas, voilà, comment vous êtes arrivé au titre de votre émission, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je me suis dit comme titre, je vais appeler ça le meilleur des mondes, je vais emprunter ça à Huxley, en me disant, on part sur l'imaginaire, on part sur un titre qui dépasse justement le pur champ du numérique, déjà avec une référence culturelle, et ça tombe bien, on est sur France Culture, pour que les gens se disent, ah oui, cette émission, elle me parle pas de technologie, elle me parle de la vie, elle me parle de la société, elle me parle de dystopie, elle me parle du monde, en fait. Et ça, je pense que c'était un bon choix. Tu vois, on aurait appelé ça version geek. Je pense que ça aurait moins bien marché, quoi. Bien sûr, et puis c'est canon parce qu'il y a même une forme de double sens ou on peut limite le prendre comme une question. Est-ce que le numérique permet vraiment le meilleur des mondes, ou est-ce que le numérique, au contraire, c'est une ironie, veut nous vendre le meilleur des mondes? Exactement. Mais on n'y est pas finalement. C'était le miroir inversé par rapport à la promesse de tous les architectes de la technologie qui te vendent toujours un monde meilleur, de vouloir rendre le monde meilleur. Et le meilleur des mondes étant le miroir critique justement de cette vision idéalisée qui peut vite sombrer dans la dystopie. Donc le meilleur des mondes est entre eux et sur cette frontière. Un titre très très bien trouvé et d'ailleurs cher à notre cœur et à celui de Louis de Disbach qui nous en parle régulièrement. Il y a une chronique, j'ai vu je sais pas si ce clin d'œil sera avant ou après, je vous laisserai sur ça. Mais j'ai vu sa référence effectivement sur une de ses dernières chroniques. Exactement. Ce qu'on vient de se dire, ça dit quoi de l'infusion de la tech et de ces enjeux, donc dans notre société au sens beaucoup plus large, en étant un peu provoque, et si finalement c'était ceux qui pensaient que la tech ne devait être traitée que sous un angle un peu gadget, un peu geek, qui avaient raison? Et pourquoi ils auraient raison, ces personnes-là? Enfin, justement, c'est à toi que je pose la question, bon sang. C'est plutôt l'animateur. Alors là, maintenant, on va tout de suite mettre les choses au point. Non, mais blague à part, si on se posait la question, c'est vieux réflexe de journaliste. C'est ça, mais c'est fou. C'est notre invité aujourd'hui, François. Non, mais c'est un peu la question corollaire, évidemment, de façon un peu provoque, parce que là, on est tous conscients que le numérique, au-delà de la couverture médiatique qu'on vient d'aborder, il est présent dans nos usages depuis longtemps, et puis on est tous connectés, hyper connectés, enfin toi un peu moins que les autres, on a bien compris. Mais ces personnes-là, et donc c'est-à-dire à peu près nous tous, pourquoi finalement on semble moins intéressé par une approche plus profonde des questions que cette espèce d'écume qui reste avec l'actualité de la tech? Est-ce que finalement, on a vraiment besoin de se poser autant de questions? Est-ce qu'on a envie de se poser ces questions peut-être? Est-ce qu'on a envie de se poser des questions? T'as raison. Puis, en fait, je pense qu'il y a des questions qu'on ne voit pas tout de suite émerger. Tu vois, je sais pas, on va prendre un exemple classique, les sites de rencontres. Tu vois, qu'est-ce que par exemple les applications de rencontres changent à la relation amoureuse, à la relation à l'autre, au consumérisme de la relation? Si tu poses pas cette question-là, tu peux juste te dire qu'une appli de rencontre, c'est cool ou c'est pas cool, c'est rentré dans ton usage, mais tu vas pas forcément la questionner d'un point de vue sociologique, historique, philosophique. Et puis après, tu vas te dire, attends, finalement, ça raconte quoi? Comment ces algorithmes qui permettent de matcher telle ou telle personne implantent aussi une certaine vision en fait, de la relation et de l'amour, et qui est derrière, et comment ça interfère sur ma propre compréhension des choses. Et donc, il faut quand même pousser le truc un peu plus loin. Donc, je pense que plein de gens se disent,
j'utilise le numérique et ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur moi. Ça change pas grand-chose. Ouais. Or, ça change des choses. Moi, je pense que le numérique amplifie des comportements, amplifie des phénomènes, parfois crée des nouvelles perceptions. Mais tout ça, il faut arriver à bien l'expliquer et à faire comprendre aux gens que ça peut être dans vos usages de manière un peu instinctive, rituelle, quotidienne, automatique, réflexif. Mais en fait, derrière, ça modifie quand même votre rapport. Il faut réussir aux à gens. les extirper Ouais. de leurs usages, faire un peu de pédagogie pour ouvrir le champ de la réflexion en disant voilà, derrière ces usages, il peut y avoir telle conséquence plutôt positive. En fait, c'est la ou loi négative. d'Amara qui joue à plein dans le numérique constamment. La loi d'Amara, on en a déjà parlé, c'était Fabienne Billa qui nous en a parlé à un moment, qui dit que finalement, on a tendance à surestimer les impacts du numérique à court terme et à avoir beaucoup de mal à les imaginer et donc à les sous-estimer plutôt à long terme. C'est exactement ça, l'appli de rencontre. Tu dis, bon, allez, vas-y, c'est cool, et puis ça va me permettre très très vite de rencontrer des gens, etc., etc. Et puis en fait, tu sous-estimes complètement les impacts cachés à long terme sur le consumérisme, sur tous les éléments que tu viens de nous donner. Puis c'est la même chose que les gens qui te disent moi la data, mais pourquoi j'y ferai attention, enfin j'ai rien à cacher. Voilà, il en relève exactement de la même idée. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas la tendance des médias aussi au snacking en ce moment, et poussé beaucoup finalement par les réseaux sociaux, des formats très courts, qui se prêtent pas à la compréhension de phénomènes longs, complexes et multifactoriels, comme tu l'as commencé à le décrire avec le numérique. Ouais, évidemment, parce que de toute façon, on le sait, c'est ce que vous faites ici, pour pouvoir appréhender correctement les choses, il faut du temps. Tu as quand même la variable du temps. Et ça, c'est paradoxal, ça, parce que justement, ce que le numérique t'apporte par rapport à un système médiatique, c'est l'affranchissement, justement, normalement, des contraintes et du temps, et des formats. En télévision, en radio, on est contraint à 3 minutes, 52 minutes, 45 minutes, des jingles, etc. En télévision, encore plus. Et en fait, tu te rends compte que normalement, le numérique devait nous offrir cet espace où le temps n'a moins d'importance, où on pète les frontières. Et pour autant, il a provoqué dans nos usages de consommation et dans la production de contenu des temps encore plus courts pour capter cette attention, qui doivent toujours être de plus en plus attractifs pour nous emmener dans un flux. Et donc, alors après, c'est compliqué de parler du numérique et de l'essentialiser sur un contenu, parce que tu peux avoir effectivement des YouTube où tu vas, je sais pas, Thinkerview, on n'aime pas, mais tu as 2h30, je sais pas, d'entretien avec quelqu'un. Donc, il y a encore cette promesse parfois du temps long, mais la manière dont les médias l'utilisent et la manière dont on l'utilise au quotidien, tu as raison, c'est plutôt ce côté de snacking, c'est plutôt d'un temps très court rapproché pour capter l'attention. Donc là où le numérique aurait pu nous permettre un affranchissement des formats, de par sa modalité économique qui fonctionne sur l'économie de l'attention et de par sa concurrence accrue, en fait on est face à un pléthore de flux, il faut que les flux, les contenus soient les plus attrayants possibles pour capter justement ce spectateur qui est de plus en plus sollicité. Donc on arrive à un truc un peu paradoxal, et c'est vrai que malheureusement on a besoin de temps, enfin pas malheureusement, on a besoin de temps pour comprendre les choses en profondeur. Et ce temps-là, il se réduit. En même temps qu'on parle, en même temps que je t'écoute, François, moi j'étais en train de chercher des exemples d'autres domaines qui se rapprocheraient de ces problématiques-là. C'est-à-dire où à la fois il faut beaucoup en parler pour comprendre tout ce qui se passe parce que c'est complexe, et où à la fois on n'y donne pas du tout la bonne attention. Alors l'exemple qui revient, c'est l'environnement. Oui, même si ça a un peu changé quand même ces dernières années. Mais l'environnement, du coup, ouais, effectivement, parce qu'on en parle énormément. Et sous tous les angles. Parce qu'on a créé cette forme d'urgence aussi. Enfin, il y a cette forme d'urgence. T'as aussi des programmes, des émissions, voire même des magazines entiers. On n'a pas beaucoup parlé de presse écrite, mais qui traitent le sujet sur une verticale. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de sujets que ça. On verra un peu plus tard, avec un certain nombre de chiffres assez éloquents, que paradoxalement, les Français se disent très intéressés par ces sujets-là. Et la tech, les sciences et la tech arrivent plutôt en bonne place, même devant les sujets économiques, politiques, etc. C'est un rapport de l'Arcom qui date de mars 2024. Et pour autant, on voit bien, et c'est le diagnostic qu'on est en train de poser là, que c'est pas forcément traité entre guillemets à sa juste valeur. Et donc ça crée un petit décalage. C'est justement ça un peu le risque qu'on peut avoir, François. Donc comme ça, je te laisserai compléter ta réponse que tu commençais à nous lancer. Mais c'est que le fait que plus on avance aussi, plus on déploie de nouvelles technologies, plus on avance aussi et plus on développe des points, et qu'au final, est-ce que le risque aussi n'est pas moins sur les usages, mais plus sur la façon dont on arrivera à discerner, entre guillemets, le bien du mal de notre, pas du bien du mal, mais plutôt de notre comportement, et d'essayer de prendre ce pas de côté, de prendre ce recul justement sur le numérique pour essayer de en décrypter un petit peu tous ces usages. En fait, je pense que pour répondre à ta question, ce qui est compliqué, et c'est pour ça aussi qu'on a du mal et que les médias ont du mal à en parler, c'est que notre approche du numérique, elle est ambivalente.
fait, on est dans une ambivalence constante. Et je pense que vous en êtes aussi l'incarnation. C'est-à-dire que tu vois, tu vas utiliser du numérique, tu vas inviter des gens qui vont le critiquer, tu vas avoir une prise de conscience sur certaines dérives et sur certains aspects. Et en même temps, tu vas continuer à mettre tes enfants devant un écran 2 heures pour avoir une soirée tranquille. Et tu te dis, attends, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est logique par rapport à ce que je pense. Et on est constamment dans ces Moi, je fais jamais ambivalences-là. ça. Ouais, j'imagine. Comme moi, tu vois, c'est vraiment des oreillettes d'un copain. Donc, on est constamment. Lui, c'est tu les vois, enfants d'un copain. c'est les enfants d'un copain, ouais, c'est ça. Oh là là. Du coup, je peux les mettre devant la télé tranquille. Tu peux y aller. Donc, tu vois, il y a le côté ambivalent, en fait, qu'on a avec le numérique. Entre analyse critique, on est des observateurs, mais qui participent au truc, on est à la fois victime et en même temps tenter de dénoncer des choses, on est parfois même coupable, puisqu'on participe parfois justement à des effets négatifs. Donc, cette ambivalence-là, elle est compliquée pour un média de pouvoir l'aborder sans faire la morale, tout en intéressant les gens, tout en essayant d'être le plus vulgarisateur possible. Et il y a parfois plein de notions qui méritent. On est en obligation de prendre du temps pour analyser le vocabulaire qui est anglophone, qui est complexe et quand même un peu technique pour comprendre ce qu'il y a derrière. Tout ça, en fait, fait que le sujet est un peu chiant, je pense, à traiter parce qu'il est exigeant. Et dans une économie où on a besoin de rapidité, d'efficacité, de performance immédiate, on se dit que c'est pas le sujet le plus facile. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en plus, ce temps technologique, il est très rapide. On parle de choses qui évoluent en permanence. Et le temps de la réflexion, le temps de la critique, le temps de la compréhension, il est forcément plus long. Et parfois, justement, cette rencontre, elle s'opère pas tout de suite. Et je pense que les médias se disent, attends, c'est trop compliqué, c'est pas facile, ça intéresse très peu de gens, passons à autre chose, quoi. Alors François, on va justement passer à autre chose. C'est le temps de prendre un petit temps de recul et de se poser sur le temps long, tu vas voir, avec la chronique La Tech entre les lignes de Louis de Diesbach. La tech entre les lignes. Oh bah Louis, ça fait plaisir de te retrouver. Et toi, content de rempiler pour cette deuxième partie de notre saison? Je suis ravi de vous retrouver, surtout qu'on n'a jamais eu aussi besoin de trench tech et d'esprit critique. On le sait, 2024, c'est une année importante. Plein d'élections partout dans le monde, les Jeux Olympiques qui sont juste derrière nous, mais il y a un truc hyper important dont on a peu parlé. C'est l'anniversaire d'un tout vieil Emmanuel de la philosophie. Tu parles d'Emmanuel Goffi, là? Mais attends, il va trop pas kiffer. Il est quand même pas si vieux que ça, notre Emmanuel de la philothèque. Pas Emmanuel Goffi, certes grand philosophe, mais un autre très grand Emmanuel de la philosophie, Emmanuel Kant. Ah ouais, le philosophe allemand. Précisément, l'homme qui n'a jamais quitté sa ville natale, et sans doute un des moins fun de l'histoire de la philosophie. 1724, 1804, Königsberg. Voilà pour les balises. Mais c'est aussi, et même avant tout, une des plus grandes révolutions de la pensée. Et là, tu vas nous parler d'un de ces fameux textes, certainement. Tout à fait. Kant s'est révélé un écrivain très prolixe sur le tard, et il publie, en 1784, un texte incroyable, et très accessible, d'ailleurs, une vingtaine de pages. Ça s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ah, il le pose comme une question, du coup. Et alors, c'est quoi? Eh bien, Kant nous dit que les Lumières, la philosophie des Lumières, c'est oser penser, c'est oser se servir de son propre entendement. Et que donc finalement, la question des Lumières est celle de l'éducation du genre humain. Et selon lui, les gens n'osent donc pas penser. Mais pourquoi ça? Par paresse, par flemme, par lâcheté, en fait, par un peu tout ce que lui appelle l'état de minorité, où en fait quelqu'un décide de tout à notre place. Ah, je crois que je vois où tu veux en venir, mais éclaire-nous, quel est le rapport avec la tech alors? En fait, il peut y en avoir beaucoup, mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que Kant nous amène l'importance de l'éducation et de l'apprentissage. Alors attention, oser penser par soi-même, ce n'est pas une obligation à tout apprendre ou à tout connaître, mais c'est une interdiction que l'homme libre se fait à lui-même de laisser sa raison passive. Le philosophe ne nous dit pas qu'on doit tout savoir, mais qu'on doit redevenir maître de notre propre pensée, de notre propre raison. C'est une sorte d'interdiction du laisser-aller. Ça a l'air un peu sévère quand même, hein. Et le résultat de tout ça, finalement, c'est positif. Rassure-moi, c'est positif? Alors, c'est certain, je le disais, Kant, c'est pas vraiment le roi des comiques. Mais cette nouvelle façon d'aborder l'éducation du genre humain, c'est avant tout une élévation personnelle et individuelle qui a des conséquences merveilleuses sur la population dans son ensemble. Si tout le monde commence à penser librement et par soi-même, Kant estime que ça va finir par faire réagir les principes du gouvernement qui trouvera alors profitable pour lui-même de, je cite, « traiter l'homme, qui est dès lors plus qu'une machine, conformément à sa dignité ». Et ça, c'est plutôt positif. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, en 2024, refusez l'extinction des feux, écoutez Trench Tech et servez-vous de votre propre entendement. French
French Tech, esprit critique pour tech éthique. Eh bien merci Louis, on va continuer nous de traiter l'homme conformément à sa dignité et quant à nous, on ne va pas faire l'épisode sur la fin du meilleur des mondes, mais pour pousser la réflexion sur les conséquences d'une société en manque de repères pour bien s'approprier les enjeux de son progrès technique, il me semble important d'en interroger les causes. Or, quand je me demande pourquoi une société semble ignorer ce qui préside à sa destinée, je ne peux m'empêcher de me demander à qui profite le crime. Alors, sans aller jusqu'à soupçonner un éventuel intérêt à maintenir le peuple dans l'ignorance, peut-être pouvons-nous au moins interroger la compétence de nos gouvernants, de nos politiques aux patrons d'entreprise, en passant par les directions d'antenne, par exemple. Sommes-nous victimes de la déconnexion des élites en matière du numérique, cher François ? C'est une bonne question. Si on prend justement le politique, je me souviens, bon, alors l'Assemblée nationale a connu de multiples mouvements et renouvellements, mais pour avoir parlé à quelques députés à l'époque, ils me disaient que sur les 577, t'en avais peut-être 12 qui comprenaient complètement les enjeux du numérique et, tu vois, et les sujets dans lesquels vous parlez régulièrement, que ce soit de souveraineté technologique, d'analyse critique. Donc, et d'ailleurs, tu le vois bien, mais tu le vois même aux États-Unis. Tu sais, à chaque fois quand tu as les Musk, les Zuckerberg et autres qui sont questionnés au Sénat ou devant les différentes commissions, et que tu as des questions parfois qui tombent complètement à côté, qui sont prononcées par des hommes d'un certain âge. Alors, c'est pas l'âge qui fait la connaissance, hein. Tu peux avoir 75 ans et comprendre parfaitement les enjeux, mais effectivement, il y a une forme de déconnexion, en fait. Mais tout ça va ensemble, hein. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as un paysage médiatique qui ne va pas arriver à transmettre, à poser les bonnes questions, à faire les bonnes clés pour essayer de faire de ce qu'on pourrait appeler de la culturation numérique, de permettre justement cette culture-là, que tu as une éducation aux médias qui est certes intéressante, nécessaire, mais sans doute pas suffisante, et que derrière, tu as assez peu d'associations. Là, je pense à la Quadrature du Net qui fait un super travail pour justement essayer d'éclairer les décisions politiques pour comprendre où elles vont. Et tu vois, tu te rends compte que tu as finalement assez peu de phares, assez peu de carrefours pour t'informer. Donc finalement, les politiques comprennent pas tout le temps les enjeux, prennent des décisions sans être forcément assez bien instruits ou cherchent à s'instruire sur ces questions-là. Et après, c'est un chaînon, tu vois, qui a des conséquences. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans une dernière émission qu'on a faite dans le meilleur des mondes, on avait invité la Quadrature du Net pour montrer aussi que ce manque d'acculturation au numérique peut avoir des enjeux politiques. Parce que derrière, c'est les décisions qui sont prises et le citoyen que l'on n'éclaire pas ou qui n'arrive pas justement, pour reprendre la thématique de la lumière, à s'éclairer par lui-même, va être victime de décisions qui lui échappent. Oui, parce que le lien avec ce qui est dit du discours d'Emmanuel Kant est tout à fait trouvé là. C'est-à-dire que si le peuple lui-même est davantage nourri et éclairé sur ces sujets, et d'une certaine manière, ça va forcer un peu le politique aussi à prendre le sujet à bras-le-corps. Moi, quand tu nous décris ce que tu viens de décrire, notamment sur l'Assemblée nationale, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec justement le réchauffement climatique et ces enjeux-là, dont on a vu en 2023 que c'était à peu près la première fois que les députés étaient sensibilisés, voire formés sur une petite journée vite fait à ces enjeux-là. Est-ce qu'il va nous falloir autant de temps que sur la thématique du réchauffement climatique pour que on provoque l'intention de former nos élus à ces enjeux pour qu'ils sachent en parler et prendre les bonnes décisions? Je pense que malheureusement, il y a un tel retard qui a été pris et le train continue à avancer que même si on arrive à rattraper, tu vois, il y a toujours en fait un delta entre ce que la technologie nous impose comme défi et la connaissance qu'on peut en avoir. Alors ça va quand même mieux et je pense qu'on peut le voir notamment à l'échelle de la régulation européenne. Tu vois, je pense qu'il y a rarement eu une année comme celle qu'on vient de vivre où il y a eu autant de textes. On a parlé autant de régulation, DSA, DMA, IA, etc. Et justement, ces textes qui sont parfois un peu compliqués à comprendre, qui sont un peu denses, dans le meilleur des mondes, on essaie de les expliquer, et dans les médias en général, il y a eu quand même un traitement. Donc il y a quand même une volonté de reprise en main par le législateur, une volonté d'encadrer justement les usages du numérique qui était quasiment inexistante avant, quoi. Donc ça va mieux, ça avance, mais de l'autre côté, les technologies, leurs conséquences prennent encore toujours un train d'avance et un temps d'avance. Mais force est de constater quand même que c'est quand même une bonne nouvelle. Pardon, je pense que même ce qui se joue là, c'est sur la bonne voie. Ça reste quand même une bonne voie. Sur le côté législatif, c'est forcément une bonne nouvelle, effectivement, qu'on se prenne un peu par la main sur ces sujets-là. Et je trouve que l'Europe joue un rôle important sur ce point de vue-là. Et pas parce qu'ils ne savent pas innover, mais c'est que c'est des choses qui les préoccupent. Mais est-ce que finalement,
je voudrais revenir un petit peu sur le rôle des décideurs, des chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire? Dit autrement, il existe quand même un sacré paquet de choses où ils peuvent se documenter, où ils peuvent aller chercher de l'information, où on peut les évangéliser sur le sujet. Mais bon an, mal an, moi travaillant dans une entreprise, quand on commence à parler des sujets tech, c'est tant que ça marche, viens pas me chercher. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un peu ce problème-là et ce syndrome-là? Après, je serais moins exigeant du côté des entrepreneurs et des entreprises, parce que finalement, leur rôle, c'est quoi? C'est pas à eux de faire finalement une sorte d'acculturation aux enjeux du numérique et des nouvelles technologies. Comme tu dis, l'entreprise, il faut qu'elle comprenne ces nouveaux outils, qu'elle les mette en application éventuellement sur leur domaine de compétences, qu'elle explique à leurs employés, à leurs salariés ce que ça peut avoir comme conséquence sur leur quotidien, sur leur travail. Mais est-ce que c'est à un chef d'entreprise de participer à la bonne compréhension des enjeux du numérique? Je pense que c'est davantage aux politiques et éventuellement aux journalistes et à l'espèce et aux décideurs d'antenne pour éclairer les médias, tu vois, je ne sais pas. Si... Alors, du coup, François, ouais, je comprends très très bien. Ça va avec ce que disait aussi Cyril finalement autour de l'opinion publique. Si on arrive à mobiliser l'opinion publique, ça va aussi forcer les politiques à s'intéresser beaucoup plus à cette question. Et donc, on en vient aussi à la responsabilité des médias, effectivement, que tu étais en train de toucher. Toi, quand tu vas rencontrer un patron d'antenne, que ce soit à la télé, à la radio, que tu lui proposes un programme autour du numérique et des enjeux, quelle tête il fait? Comment c'est accueilli? Manifestement pas super bien, au vu de ce que tu nous disais en première partie. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il faut pour les faire bouger, tu vois? En fait, je continue à faire un peu de lobbying, dans le sens où je dis, mais regardez, la question du numérique est une préoccupation du grand public. Tu vois, vous l'avez dit au préambule en disant que ça fait partie des sujets qui intéressent le plus des C'est ma gens. mamie. Et en plus, ta mamie. Oui, puis c'est l'étude de l'ARCOM aussi. Voilà, entre l'ARCOM et ma grand-mère, tu sais, finalement. En tout cas, tu vois, c'est deux indicateurs très fiables qui nous montrent que la question du numérique fait partie justement des questionnements publics. Et tu le vois bien, regarde le nombre de bouquins qui sortent, regarde le nombre de conférences qu'il y a, regarde le sujet des écrans et des enfants, par exemple, qui alimentent quasiment une discussion sur deux lorsque tu es avec des jeunes parents aujourd'hui. Donc, il y a une préoccupation publique. Et il n'y a pas forcément une réponse qui fonctionne. Donc tu peux aller voir les décideurs en disant écoute, je pense que ça intéresse les gens. Après, eux, ce qu'ils te disent souvent, c'est le numérique est devenu un sujet qui est tellement transverse qu'il existe un petit peu partout. On me dit bah oui, la question des jeunes écrans, on peut en parler aux 20h sur un petit reportage de 4 minutes, cette expérience de cette école. C'est partout, donc c'est nulle part. Voilà, c'est partout. Donc si c'est partout, on le traite, donc on n'a pas forcément besoin de le traiter en tant que tel, d'avoir une émission dédiée à 100% sur cette question-là, parce qu'elle paraît trop diffuse. Elle est dure à appréhender, on en a parlé, tu vois. Des applications de rencontre à l'immortalité, en passant par l'IA, en passant par la régulation, tu vois, les gens se disent attends, c'est quoi ton sujet, c'est quoi ton angle, et puis on en parle déjà un petit peu partout. Et puis il y a quand même un deuxième sujet, encore une fois, où les médias vont se dire est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Est-ce que tu crois vraiment que les gens ils vont regarder une émission comme ça, quoi? Et justement, c'est celle de l'Onibat, en effet, du coup. Ouais, et alors précisément, en la matière, est-ce qu'on n'est pas un peu victime, désolé, c'est une question un peu large, mais est-ce qu'on n'est pas un peu victime de la société de consommation à laquelle les médias se sont attelés? D'ailleurs, on parle de consommation de médias quand on cherche les études relatives aux audiences, on va dire. Et in fine, est-ce que la responsabilité des médias et des patrons de médias, qui, rappelons-le, la plupart des médias français et internationaux sont détenus par de très très grandes entreprises, elles aussi. Alors pas le service public, en tout cas pour le moment, et souhaitons, en tout cas, tout le monde souhaite que ça le reste comme ça. Mais est-ce que cette consommation média n'a pas poussé les patrons d'antenne, justement, à faire de l'infotainment, là où précisément on aurait besoin d'un peu plus de temps et de profondeur, jusqu'à modeler les attentes du public. J'ai encore devant moi une planche là, du fameux rapport de l'ARCOM, on vous mettra le lien sur la fiche de l'épisode. Ce qui ressort en premier comme attente, c'est comprendre le monde qui m'entoure. Mais par contre, très 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 loin dans le diagramme, pouvoir en discuter et en débattre avec mon entourage et prendre des décisions éclairées en tant que citoyen. Très loin derrière. Donc il y a quand même un petit hiatus entre je veux comprendre le monde qui m'entoure et pour en faire quoi finalement derrière. Et donc moi ça me laisse penser que cette lessiveuse à information, finalement c'est comme un robinet. Oui, on se sent informé, on pense mieux comprendre le monde qui nous entoure, et c'est le chiffre que je donnais tout à l'heure en préambule. Finalement il n'y a que 10% des Français qui retiennent l'actualité, alors que 94% d'entre eux se disent intéressés par l'information. Est-ce qu'il n'y a pas une logique un peu trop mercantile et un infotainment aujourd'hui dans les médias? La question, on pose beaucoup. Effectivement, déjà, tu as un truc de base. Déjà, je pense qu'il faut quand même distinguer, comme tu l'as fait, les médias privés des médias publics. C'est-à-dire que les médias privés, finalement, c'est ni plus ni moins que
que Facebook et Instagram. C'est-à-dire qu'on leur tape dessus en permanence en mode captation de l'attention, mais la télévision, c'est ça. Hein. J'essaie de capter l'attention pendant 52 minutes. Pourquoi 52 ? Pour vendre 8 minutes de publicité derrière et ça fait 1 heure. Donc le format c'est le temps de cerveau disponible de Patrick Lelay bien avant l'économie de l'attention. C'est exactement le temps de cerveau disponible de Patrick Lelay de l'époque qui avait fait la une de Télérama. Il avait une confidence pour vendre ça à Coca-Cola. Et en fait, c'est le modèle de base en fait, des médias. C'était le modèle aussi des tabloïds et des premiers quotidiens quand la publicité est arrivée, du sang, du sexe et du sport et une page de pub au milieu. Donc en fait, on est toujours dans ce modèle économique-là et c'est le modèle économique de base. Donc une chaîne privée, le but, c'est de rentrer de la pub. Et pour rentrer de la pub, il faut capter l'attention. Et pour capter l'attention, il faut faire des choses qui soient le plus mainstream possible, le plus facile possible. Ça, c'est ce modèle qu'il faut jamais perdre de vue. Le service public, c'est différent. Normalement, il a un cahier des charges. Et il doit se dire, je dois faire de l'audience, mais je dois répondre à tel ou tel aspect, parler d'Europe, parler des enjeux climatiques, éventuellement parler du numérique. Enfin, ils sont assujettis, en fait, normalement, à essayer de s'extraire de cette audience-là. Sauf qu'en vrai, on sait très bien que France 2 regarde ses chiffres d'audience autant que TF1, et une émission s'arrête si les gens ne la regardent pas. Après, ça sera encore un autre... Le fameux cahier des charges, pardon, je t'interromps juste un instant, mais c'est intéressant, tu parles de ce cahier des charges pour le service public. C'est une image, quand tu dis cahier des charges, où il y a véritablement une réflexion en amont, et si oui, par non, qui t'as des missions de service public. Qui donne ce cahier des charges ? T'as des missions de service public, mais qui sont justement décidées par les institutions. Tu vois, par exemple, de faire des émissions littéraires, ça fait partie du cahier des charges. D'arriver à parler d'Europe, ça en fait partie, surtout quand t'es une chaîne comme Arte, c'est une évidence. Ouais. Tu vois, donc il y a vraiment parler d'éducation, c'est des missions de service public, ça. Justement, on se dit, voilà. Mais donc, du coup, quand on coupe le meilleur des mondes, ça veut dire que dans le cahier des charges, le poids du numérique est très faible. Mais je pense pas que le meilleur des mondes, du coup, parler du numérique soit dans le cahier des charges noir sur blanc, comme il a pu être édité à une certaine époque, parce que justement, ce sujet-là est récent et nouveau. Et qu'on a encore un petit peu de mal à l'apprendre. Et puis, parenthèse par rapport au numérique, parce qu'on n'a pas dit, mais qui paraît une évidence, mais c'est bien de le redire. Tu sais, le numérique, les nouvelles technologies, c'est le progrès. Et le progrès, on a tendance justement à rarement le questionner. On se dit, si ça avance, c'est que ça va dans le bon sens. C'est pas à vous que je vais apprendre que justement, qui dit progrès, dit pas forcément le mieux pour l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'ambivalence finalement dans les médias, où tous les médias sont venus sur Internet, les médias vidéo notamment investissent même TikTok, un peu le pire grand méchant loup des réseaux sociaux quand même, appelons-le, ainsi qu'Instagram, les Facebook, etc. Et donc doit avoir un peu l'impression de dire, bah nous finalement on traite le numérique puisqu'on y est. Est-ce qu'il n'y a pas cette ambivalence-là aussi, en quelque sorte ? Soit on le traite puisqu'on y est, et surtout on en est un peu complice. Donc à un moment donné, t'as une émission, je sais pas, tu veux vendre, tu veux vendre une émission sur France 2 qui va t'analyser les dérives des réseaux sociaux, et après tu vas regarder un petit peu en profondeur comment France 2, j'ai pris exprès une chaîne respectable, tu vois, va utiliser Facebook, Instagram et leurs réseaux sociaux pour essayer de toucher un public. Évidemment qu'ils donnent leur contenu, évidemment qu'ils essayent de toucher une cible qui ne regarde plus la télévision. Donc tu vois, ça devient compliqué, parce que soit tu pointes du doigt des choses et des phénomènes, mais tu en es complice, ou tu en es victime, ou victime consentante, ou acteur, soit tu as cette vision moralisateur, et puis ce que tu dis est juste, le numérique, les médias se disent, écoute, on est dans le numérique puisqu'on fait des podcasts, tu vois, ou alors parce qu'on va faire, on va lancer une chaîne Twitch, on va essayer de lancer une chaîne Twitch. Donc il faut pas confondre non plus le canal, le contenu et le contenant. Donc c'est ce grand fourre-tout aussi qui n'est pas simplement le numérique doit être une matière à penser. C'est une matière à penser, une matière à réflexion, c'est même une matrice pour essayer d'analyser en fait la manière dont on évolue. C'est joli. Matière à penser, c'est intéressant. Mais du coup, François, est-ce que toi, tu as une vision aussi de comment est-ce que ça se passe à l'étranger ? Est-ce qu'on est dans le même constat ? Est-ce qu'on est dans le même... Est-ce que c'est le même constat qu'en France ? Alors, à l'étranger, moi, j'ai quelques références rapidement. Tu vois, le paysage américain qu'on suit forcément, où là, tu as l'impression d'avoir des... Enfin, j'imagine que c'est des sources que vous avez aussi, qui s'appellent Wired, Verge et autres. Mais tu vois, tu as l'impression que c'est aussi des médias très renseignés, mais qui sont un peu plus proches du business. C'est-à-dire que tu as aussi un truc où tu vois des podcasters stars qui vont faire un gros coup parce qu'ils vont avoir Elon Musk un jour et critiquer et en avoir un autre le lendemain, mais c'est un peu plus à l'américaine, tu vois. De toute façon, à l'américaine, le service public en tant que tel est beaucoup moins fort établi qu'il ne l'est chez nous. Donc, je pense que tu as un côté un peu plus show, business. Il peut y avoir de la critique. Mais moi, d'ailleurs, quand je suis allé à Stanford, et j'ai reçu Fred Turner, un professeur de Stanford, qui a fait des bouquins passionnants sur la contre-histoire de la Silicon Valley, et lui-même nous le disait, il disait, moi j'adore aller en Europe parce que je me rends compte que c'est ici correctement où le discours critique est accueilli, et que dans la Silicon Valley, on n'a pas le temps de s'intéresser en fait. C'est inaudible. C'est inaudible.
C'est inaudible et ça n'intéresse. Ouais. Enfin, il a l'impression que ça n'intéresse pas les gens, tu vois. Donc le rapport critique à la rigueur des technologies, on le retrouve plus en Europe qu'aux États-Unis. Et même chez nous, tu vois, on est en train de se dire qu'il est trop léger. Il faut dire qu'ils ne sont pas à une contradiction près. Hein. Là, quand je t'écoute, je repense à ton livre que je n'ai pas encore montré. Alors certes, il date de 2020, mais c'est un très bon livre. On vous le conseille, Une société sans contact. La société du sans contact. Et tu évoques notamment Peter Thiel. Et Peter Thiel, il fait l'actualité encore maintenant, là, hein, tout récemment, en finançant la campagne de Trump. Elon Musk qui s'y est mis également courant juillet. Voilà, tous ces libertariens qui se disent libertariens et qui vont financer quand même des politiques très conservateurs, quand bien même Trump est... Oui, je sais que tu me montres le chrono. Quand bien même Trump veut casser aussi le système. Alors, et justement, Trump, voilà... Tu étais en train de bousiller ma transition, puisque François nous avait confié quand même un truc assez intéressant, enfin c'est assez savoureux. C'est Trump, dans une certaine mesure, qui a donné ses lettres de noblesse au sujet de la tech en tant qu'objet d'analyse, puisqu'il avait été au centre des différents scandales liés, entre autres, à Cambridge Analytica, et Thiel était déjà mouillé dedans. Et je trouve ça assez savoureux Par son répéter. utilisation de feu Twitter, maintenant. Aussi, il a défrayé la chronique, c'est vrai, autour de tout ça, quelque part. D'accord, le chronomique. C'est l'heure de retrouver un Laurent Guérin qui gaze pas mal, puisqu'il va nous parler de la confrontation Coca-Pepsi. Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Aujourd'hui, Laurent, tu vas nous parler d'un nouveau fail, un combat de titans entre l'un qui est blanc et rouge et l'autre rouge et bleu. Et non, il ne s'agit pas de Captain America contre le Père Noël, mais bien de Pepsi contre Coca-Cola. Et oui, et si tu bois du café, il y a de fortes chances pour que tu aies déjà bu du Nespresso. Tu sais, ces petites capsules individuelles si chères. Et si chères à Georges Clooney. Pourtant, il y a peu de chances que tu aies fait des dégustations à l'aveugle. Pourquoi tes amis auraient-ils eu en effet l'idée saugrenue de te faire déguster du Nespresso, du Senseo et du jus de chocho, du jus de chaussette, sans te dire lequel est lequel est légal et illégal? Et pourtant, si ça se trouve, au goût loulou, tu n'aurais pas choisi ton café préféré. Cette idée de dégustation à l'aveugle, Pepsi Cola l'a mise en pratique aux États-Unis entre 1975 et 1983 afin de prouver que, contrairement à la croyance populaire, leur breuvage avait meilleur goût que celui de leur ennemi juré. Les passants s'avéraient sidérés et les résultats du Pepsi Challenge furent sans appel. Pepsi Cola avait un meilleur goût que Coca-Cola. Les effets des campagnes publicitaires Pepsi Challenge se ressentirent sur les ventes et le challenger commença à venir chatouiller sérieusement le leader. Bam, le choc de titan. Alors, du coup, comment réagit Coca-Cola ? On est trop vieux, se dirent aussitôt les dirigeants de Coca-Cola. C'est vrai qu'on sent le renfermé des grands-parents, pensa le PDG. Même notre logo n'a pas changé depuis 100 ans, éructa le directeur de la communication. Innovons, déclara Bobby Pigeon, un des embouteilleurs en chef. Bref, le 23 avril 1985, Coca-Cola met les petites bouteilles dans les grandes et dévoile à grand renfort de communication le nouveau Coke. Celui qui a un meilleur goût que l'ancien Coca-Cola, tellement meilleur qu'il a un meilleur goût aussi que l'actuel Pepsi-Cola. Sauf que, le goût, on s'en fout. Occupé à rien faire, faut dire qu'il n'y a pas de guerre en cours, le peuple américain s'insurge d'une telle infamie et envoie l'infanterie. Et la petite bouteille se rebelle. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je changé dans la recette secrète que pour voir un jour Pepsi se barrer en sucette? Mon goût, et avec respect, toute l'Amérique admire. Enfin presque. Mon logo qui, tant de fois, nous n'avons pu embellir, tant de fois servi le traîneau du Père Noël, ne fait rien pour moi, trahit donc ma querelle? Au cruel souvenir de ma gloire passée, si vous pensiez mon œuvre en un jour effacée, vous pouvez repasser. Le peuple veut mon bonheur. Rangez la nouveauté, cette insipide horreur. Pétition, manifestation, télévision, le combat contre le nouveau Coke s'exprime sur tous les fronts. Tant et si bien que 77 jours plus tard, Coca-Cola abdique et réintroduit le Coca-Cola classique. Finalement, c'est un peu comme dans le Guépard et cette fameuse citation. Il faut que tout change pour que rien ne change. En 100 ans d'existence, Coca-Cola était devenu une icône de la culture populaire, un point de repère de la nation, un intouchable, dont le goût finalement était le cadet des soucis du peuple. Qu'importe le breuvage, en quelque sorte, pourvu qu'on ait le flacon. Le flacon. Voilà d'ailleurs une autre icône du soda roi. La bouteille de Coca est reconnaissable entre mille, avec ses courbes et ses nervures verticales inspirées de la fève de cacao. Elle est présente dans les œuvres d'Andy Warhol ou de Salvador Dali, en couverture de Time Magazine. Elle explose le box-office dans le film sud-africain « Les dieux sont tombés sur la tête » et contribue grandement à la légende. Devenu cas d'école incontournable d'un échec produit, le nouveau Coke aura néanmoins permis à Coca-Cola de réaliser à quel point les consommateurs avaient développé une connexion émotionnelle forte avec la marque. Un peu comme toi avec Georges Clooney.
Une épiphanie qui fera dire à un porte-parole de Coca, ce fut le moment décisif où nous avons appris que des consommateurs férocement loyaux et non la société sont propriétaires de Coca-Cola. Comme quoi, parfois innover, c'est aussi savoir ne rien changer. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Bon, elle sera facile, mais voilà une innovation qui a fait pchit. Mais on voit l'impact de la société sur une grande entreprise. Alors François, quand on voit le temps qu'il a fallu à nos institutions pour prendre le sujet du réchauffement climatique un tout petit peu au sérieux, avec des députés qui jusqu'en 2023 n'avaient même pas automatiquement été sensibilisés, voire formés aux enjeux pourtant abondamment documentés, entre autres par le GIEC, on peut se demander combien de temps on a devant nous avant que la multitude des enjeux sociétaux charriés par le numérique devienne une véritable priorité en France. Du coup, un peu à l'image du militantisme écologique d'avant la prise de conscience globale, la sensibilisation sur l'impact de l'innovation numérique est-elle, elle, condamnée à être prise en charge par la société civile ? La société civile, en tout cas, on a besoin d'elle. On a besoin d'elle à fond pour alors condamner. Je pense qu'on peut pas tout attendre de la société civile, comme on peut pas tout attendre non plus, tu vois, de l'école par rapport à ces questions-là. C'est politique. Ouais, mais de toute façon, on voit très bien que le politique bouge à partir du moment où il y a une opinion qui monte et qui vient de nous poser des questions. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de la quadrature du net sur la question de la vidéosurveillance et de la surveillance de l'espace public et le déploiement des technologies qui sont invasives. Ça ne bouge que parce que tu as des associations comme celle-ci qui vont solliciter la CNIL, qui vont pointer du doigt, qui vont essayer de faire de l'acculturation, du lobbying auprès de d'autres députés pour leur dire attendez, mobilisez-vous sur ce texte-là parce que nous, on va vous donner des clés pour mieux les comprendre et pour que vous en fassiez justement un enjeu. Donc oui, la société civile, on en a besoin. Et tu vois ce qui se passe justement encore une fois sur les jeunes des écrans, c'est un peu ça. T'as des parents qui se sentent dépassés par rapport à ces écrans, ces iPhones que l'on met dans les mains d'enfants de 9 ans en disant mais attends, on donne un iPhone, mais on donne pas le mode d'emploi qui va avec, parce que c'est pas juste un téléphone, c'est carrément un monde qui s'ouvre à toi. Tu as des problématiques de cyberharcèlement, tu as des problématiques justement de marchandisation, tout simplement de la jeunesse, une marchandisation de l'attention de la jeunesse. Et là, ça ne peut. C'est là où on voit la force justement de la société civile, où tu vas avoir des communautés de parents d'élèves, alors parfois qui vont jusqu'à des extrêmes, hein, mais quand même se mobiliser pour solliciter justement une question dans les médias. Les médias vont l'amplifier parce qu'il y a l'impression qu'il y a un sujet, et le politique va essayer de s'en saisir parce qu'il se dit que là, il peut aussi marquer de son empreinte par un amendement, par une recommandation, tel texte, parce qu'il se rend compte aussi que c'est les attentes des gens. Donc, c'est ça qui va nous intéresser maintenant de t'entendre là-dessus. Quelles vont être selon toi les solutions pour parvenir à mobiliser tout cet écosystème que tu décris ? Moi, je pense que là où je vois un truc positif, c'est que on pourrait peut-être distinguer 3 temps, tu vois, sur notre perception du numérique. Il y a eu un temps qui était celui de l'idéalisation, on en est revenu. On arrive à un temps de la critique. Ça, c'est, on va dire, après l'affaire Snowden et donc 2013 et puis après Cambridge Analytica. Et maintenant, cette critique, elle commence à être un peu consommée. C'est-à-dire que, tu vois, ça ne surprend plus personne quand tu dis si c'est gratuit, c'est moi le produit. Les mecs se disent, attends, ça va, ça fait 5 ans que j'entends ça. Donc, on commence maintenant à avoir un niveau qui a diffusé de la critique par rapport à ces dérives-là qui est quand même assez installé dans la population. Et donc, peut-être qu'on arrive à une phase de maturité. Et il faut que maintenant, cette maturité, ce soit pas une maturité stérile. C'est-à-dire, je sais, j'ai compris, mais j'y peux rien. Mais à une maturité de, ok, j'ai compris. En même temps, il peut y en avoir des usages positifs. Donc, comment j'arrive à me mobiliser pour, même si j'aime pas trop ce terme, à réenchanter un petit peu l'usage du numérique, du moins à le re-questionner, à questionner mon intention et à essayer de le refondre. Alors après, il y a plein de possibilités, tu vois, ça peut passer par une échelle individuelle ou communautaire. Mais alors, est-ce que la solution, elle pourrait pas venir elle-même du numérique, par les nouveaux médias, par les nouveaux types de contenus? Je crois que tu as pas mal investi sur Twitch. Tu peux peut-être nous en parler parce que l'initiative est hyper intéressante, et expliquer aussi ce qu'est Twitch pour ceux qui nous écoutent, qui ne le sauraient pas. Tu parles de ta grand-mère encore, c'est ça? Allez, bim. Alors, il n'est pas impossible que je fasse écouter cet épisode à ma grand-mère, du coup, effectivement. Non, bon, Twitch, c'est une plateforme qui a été rachetée là, par Amazon, qui est une plateforme qui permet une interactivité en fait par ce qu'on appelle des viewers qui peuvent en direct regarder un flux qui est initié par un streamer et chatter en direct et réagir en direct par rapport à ce qu'ils y voient. Donc, d'accord. C'est ça, et historiquement, Twitch est né sur l'écosystème du jeu vidéo, où les gens sont finalement en train de jouer aux jeux vidéo, et de plus en plus de médias ou d'autres acteurs font de Twitch, investissent Twitch pour parler de d'autres sujets. Et c'est ce qu'on a fait avec Le Meilleur des Mondes, ce qui a eu très très positif
dans ce laboratoire, cette expérience Twitch qui reste en toute humilité. C'est quelque chose qui était assez, je sais pas, quand on avait 120 personnes, on était content. Mais ça permettait tout simplement d'avoir de l'interactivité et du feedback. Tu vois, quand t'es un média, et même un média grand public, tu parles comme ça dans un micro, mais tu dis finalement qui m'écoute, est-ce que les gens reçoivent bien ce que je dis. Alors tu as des mails, tu as les réseaux sociaux qui permettent d'avoir une vraie caisse de résonance, parfois un peu biaisée, mais néanmoins nécessaire, et je pense que pour vous c'est aussi mais très important. Mais qui a posteriori, tandis que là tu prenais les questions en direct du coup. Et là tu l'as en direct, et en plus on offrait la possibilité de, sans faire de la Startup Nation, de désintermédier aussi les médias en disant vous, auditeurs, viewers, si vous voulez directement poser vos questions à Thierry Breton, vous pouvez le faire. Vous pouvez directement poser vos questions à Tarek Krim, que vous avez reçu récemment, vous pouvez le faire. Donc en fait, il y avait cette faculté en fait déjà de comprendre ce que les gens voulaient, qu'ils comprenaient, et de permettre aux gens de parler directement et d'adresser directement leurs questions à leurs invités. Et souvent, tu avais des très heureuses surprises, parce qu'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas pensé dans notre conducteur, des questions qu'on n'aurait jamais posées. Et d'ailleurs, j'étais agréablement surpris par le niveau de connaissance de notre public par rapport à des sujets qui sont très complexes. Ah oui. Et là, avec une audience très captive. Ouais, avec une audience très captive. Et puis très fidèle, on va dire. Ouais, très fidèle. Et puis et experte. C'est ça. Et puis la deuxième chose, c'était aussi la rupture de ton que Twitch apportait. Et ça, j'adorais ce moment-là, où tu faisais une heure d'émission. En tête, France Culture, machin, les mecs, on se voyait, il y avait une sorte de pression. T'as une pression quand même quand tu es invité et que tu passes pendant une heure sur une heure de road-tweet, quand t'es chercheur, que t'as passé 2 ans ou 3 ans à travailler sur un livre et que tu vas exposer ton idée en peu de minutes, tu sais qu'il y a quand même potentiellement une puissance de prescription du média ou de légitimation, donc tu vas avec une certaine pression. Et puis d'un coup, t'enlèves ton casque, tu te tutoies et la discussion continue. Et là, pendant 30 ou 40 minutes, il se passait des trucs très savoureux, inattendus, ce qu'on appelait des moments d'émulsion en fait. Et pour résumer, moi ce que j'adorais justement sur Twitch, c'était cette rupture de ton que cette nouvel espace un peu intimiste apportait à l'émission, qui ne pouvait naître que parce qu'il y avait une heure commune aussi avec les invités. Mais d'un coup tu avais quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus proche, de beaucoup plus spontané, et des propos assez inattendus qui étaient quand même parfois plus intéressants que l'émission en elle-même. Alors justement, c'est intéressant parce que d'ailleurs on partage totalement ce point avec toi. C'est vrai que nous on a la chance d'accueillir aussi de super invités. Il y a une liberté de ton qui nous permet parfois même de franchement rigoler. Mais donc du coup, moi ce que je retiens, ce que je trouve très intéressant, c'est que d'abord c'est 3 temps forts. L'excitation autour du progrès technique, puis la désillusion, puis finalement ça commence à se stabiliser et on a un regard un peu critique. Ça fait vachement penser à la Hype Loop de Gartner, pour les techs et pour les gens qui bossent en entreprise. Et ce que tu viens de nous dire là, plus spécifiquement sur un autre canal qui permet un autre ton, moi ça m'amène une question. Est-ce qu'il faut changer les narratifs aussi autour de la tech? Parce qu'on a tout le temps l'habitude d'en parler de la même manière. Il y a ceux qui vont agiter le chiffon rouge pour faire peur à tout le monde parce que ça fait vendre du papier, y compris chez des auteurs et qu'on reçoit beaucoup en plateau. Je ne donnerai pas de nom. Et puis il y a aussi le fantasme lié à la tech. Ah ouais, tout ça va régler tout un tas de problèmes. Bon, c'est très connu. En revanche, est-ce qu'il faut changer de narratif? Encore une fois, avec ma vieille marotte sur le réchauffement climatique, quand on a commencé à ne plus culpabiliser les gens, mais à trouver des solutions, ou en tout cas à valoriser aussi des idées innovantes et qui pouvaient aller dans le bon sens, j'ai le sentiment qu'il y a eu un regain d'intérêt de la part du public sur ces sujets. Qu'est-ce que tu penses, toi, des narratifs actuels? Ouais, t'as raison. Je pense qu'il faut changer les narratifs. C'est ce qu'on a essayé de faire justement avec Le Meilleur des Mondes, en faisant rencontrer des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Et de cette manière, tu pétais un peu les narratifs. Parce que quand tu mets d'un côté un chercheur universitaire qui a forcément une vision un peu critique, mais de l'autre un entrepreneur qui a les mains dans le cambouis, qui va t'expliquer aussi ce qu'il fait tous les jours, pourquoi cet outil c'est intéressant, et surtout qu'il l'utilise. Parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même énormément de gens qui critiquent des objets, des outils qu'ils n'utilisent pas, mais qui sont juste dans la vision qu'ils ont. Et là, quand tu vas voir ces jeunes entrepreneurs, ce jeune chercheur, et puis que tu vas prendre une tierce personne, style un philosophe ou un historien qui va te replacer dans l'histoire que cette pseudo-révolution n'a rien de révolutionnaire, mais c'est juste une amplification d'un phénomène existant. D'un coup, tu donnes une hauteur historique, une perspective, tu casses le côté manichéen entre le fantasme du mec qui le critique et tu le confrontes à un mec qui l'utilise, et là tu changes un petit peu le narratif. Parce que du coup, déjà tu es moins dans la culpabilisation, puisque je suis d'accord avec toi, de toute façon rien ne fonctionne avec la culpabilisation. Culpabiliser les gens, on a vu que ça fait rien avancer. Donc il faut sortir de ce discours moralisateur, donc de cette caricature. Et en fait, comment on sort de la caricature? On en sort par la nuance. Et comment on arrive à la nuance? On arrive à la nuance quand on arrive à confronter des points de vue différents, de gens qui arrivent à s'écouter, qui sont dans la compréhension de l'autre, qui sont dans une certaine forme d'empathie respectueuse, pour essayer ensemble de mieux comprendre ce qui nous entoure. Donc
C'était d'une certaine manière une volonté de casser le narratif, en donnant la parole à des gens différents en même temps pour qu'ils croisent le regard. Quoi, en fait. Il y a d'autres initiatives aussi qui vont dans ce sens-là, qui essaient de casser le narratif, notamment les cafés IA. Lancé par le CNUM, ouais. Gilles Babinet. Exactement, avec Gilles Babinet qui est effectivement figure de proue de cette initiative. Il y a des initiatives autour de l'IA à l'école aussi pour éduquer sur ces sujets-là. Bon, qu'est-ce qu'il faut penser de cette multiplicité d'initiatives ? Est-ce que c'est en les multipliant que ça va aller dans le bon sens ? Comment on peut les articuler entre ce qui peut se passer dans les médias, ces initiatives-là, les initiatives effectivement aussi à l'école, qui vont être essentielles pour le futur. Plein d'associations, effectivement, il y a des fresques qui se créent autour de la fresque du numérique, la fresque de l'IA, etc. Voilà. Comment les vois-tu, toi, toutes ces initiatives-là, François ? Comme des choses très positives qu'il faut amplifier. Tu vois, il y a des choses qui sont essentielles. Tu parles du côté associatif. Et après, je vais arrêter avec ta grand-mère, mais tu vois, la fracture numérique qui touche justement les plus âgés d'entre nous qui n'arrivent pas à se connecter à leurs impôts, qui n'arrivent même plus à contacter tel ou tel service, c'est un vrai problème. Et parce qu'en fait, on numérise la société, on accélère en laissant des gens sur le bord de la route. Donc à un moment donné, ces gens-là, il faut les récupérer, il faut leur faire comprendre les trucs, il faut les accompagner, il faut faire de l'intergénérationnel, il faut les éduquer. Donc ça, c'est même une nécessité. Café IA, je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils font. Alors c'est un café IA que le nom, c'est pas des cafés, ils vont se rendre dans les entreprises où ils vont prendre pendant le temps du déjeuner, par exemple, pour directement sur les lieux parler d'IA, de ses dangers, de ses enjeux. Et ça, je trouve ça hyper intéressant d'aller aussi vers les gens sur leur temps de travail pour les solliciter et pour justement recueillir aussi leurs paroles. Donc ça, je trouve ça hyper important. Et sur l'éducation numérique, évidemment, pour en avoir fait beaucoup, pour continuer à en faire, pour vivre aussi avec quelqu'un qui est la directrice adjointe du CLEMI, qui travaille justement sur le ministère de l'Éducation nationale pour faire la passerelle entre le monde éducatif, le monde des médias et donc les enseignants. On se rend compte qu'on a un besoin dingue. Après, c'est des sujets en soi, de comment l'école traite le numérique, entre les réticences, les blocages, ou alors accueillir des outils des GAFAM qui font de l'évangélisation pour essayer de convaincre des nouveaux élèves qui vont devenir demain des nouveaux consommateurs. C'est des vrais sujets. Mais par contre, aujourd'hui, on est obligé, lorsqu'on est une institution scolaire, je pense pas du tout que les solutions viennent par tout interdit, les interdictions qu'on voit à droite et à gauche émerger. Je pense qu'il faut à tout prix arriver à permettre aux élèves de rentrer sous le capot de la machine, de comprendre leur monde et surtout péter ce fantasme, ce cliché des digital natives, c'est-à-dire qu'ils comprennent le numérique avec nous parce qu'ils sont sur TikTok toute la journée. Parce que tu es usagé, que tu vois bien comment ça marche derrière, effectivement. Exact. Et avant de refermer ce chapitre, une question qu'on ne peut pas ne pas te poser. La place du service public, on a tous envie d'un monde meilleur, mais est-ce que c'est faisable sans un service public qui fait partie des racines de notre façon de proposer un éclairage sur la société? Je pense très directement au projet de privatisation, voire même de certains partis politiques qui voudraient justement privatiser, les sujets de fusion ou de privatisation du service public. Qu'est-ce que ça dirait de la façon dont on serait amené du coup à aborder ces sujets-là demain si la maison de la radio et ses différentes antennes fusionnaient avec des groupes privés ou étaient totalement rachetés par des industriels, on ne va pas donner de nom, comme le souhaite le RN par exemple? Moi je pense que ça sera un drame, globalement, la privatisation du service public, mais pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Quand tu parlais du fonctionnement économique des médias, on a bien vu qu'il y avait une distinction entre le privé et le public. S'il n'y a plus de service public, il n'y a plus cette distinction de place, c'est-à-dire que tous les médias sont maintenant dans une même course à l'audience, avec une concurrence accrue pour justement essayer d'aller chercher ces annonceurs qui n'ont pas non plus des budgets extensibles et infinis. Donc à un moment donné, il va falloir encore plus de concurrence, encore plus utiliser des stratégies pour capter l'attention du public et perdre justement des missions de service public qui sont de prendre le temps, et ça existe encore, même si, voilà, sur ma question, moi, le meilleur des mondes aujourd'hui disparaît, mais ça ne veut pas dire que demain il ne pourra pas revenir, mais de prendre le temps d'expliquer les choses aux gens sans avoir cette course à l'audience. Donc la privatisation du service public, ça amènerait une logique et un écosystème 100% économique, de concurrence économique sur un champ des médias où la question en fait de l'information doit être considérée comme un bien public aussi. Faire bien informer les gens, ça peut être aussi nécessaire que avoir une eau potable. Et de te dire que tu as besoin, encore une fois, de matière à penser, de matière à réfléchir. Donc si tu le privatises, tu rentres effectivement dans un jeu dangereux d'une concurrence économique totale, et on sait très bien comment ça se terminera. Tu auras les plus forts et les plus faibles. Et tout le monde va essayer d'aller vers une sorte de course à l'audience qui n'est jamais bénéfique. Donc ça serait grave. Donc
Ça, c'est du moins c'est dans le programme du Rassemblement national. Et au sein d'une antenne de service public pour travailler à Radio France et un peu à France Télévisions, on a tous eu peur, quoi, globalement, que cette menace arrive. Après, la menace de la holding et de la fusion, bon, elle est évidemment moins forte parce que du coup, tu gardes un service public, sauf que tu peux considérer que tu l'affaiblis d'une certaine manière et que tu touches à sa diversité, à sa pluralité en concentrant des rédactions, donc en concentrant des regards. Et surtout, je trouve que les arguments avancés là par la majorité n'étaient pas forcément les bons. Du moins, moi, je les ai pas compris. Tu vois, de dire il faut rendre ces antennes plus fortes pour lutter contre les GAFAM, les plateformes et tout. Alors, au moment où le service public ne s'est jamais aussi bien porté, les chiffres le prouvent. C'est assez peu lisible. Ouais, exactement. En tout cas, les chiffres le prouvent. Ouais. On restera sur cette idée de matière à penser qui est revenue régulièrement dans nos échanges, et on espère que cet épisode sera une bonne matière première pour vous aider à penser tous ces enjeux. Merci François. On rappelle Un Monde Connecté tous les jours dans la matinale de France Culture, les replays évidemment du meilleur des mondes en podcast, et puis ton livre La Société du Sans Contact, Selfie d'un monde en chute chez Flammarion, paru en 2020. Mais vous... Et puis bravo à vous, juste j'en profite, excuse-moi de te couper dans ton magnifique lancement de conclusion, je sais que c'est toujours chiant quand on fait ça. Non mais j'espère aussi que les auditeurs déçus du meilleur des mondes donc, vont pouvoir, grâce au numérique, continuer à écouter ces émissions qui sont des ressources, et puis j'espère qu'ils diront chez vous aussi, parce que vous faites un super boulot avec des super invités aussi, une bonne manière de l'aborder. Et si au moins cette disparition peut vous permettre, par ruissellement, parce que c'est un terme qui a été un temps à la mode, d'arriver à ce que des auditeurs un peu orphelins de cette émission trouvent refuge chez vous, j'en serais le plus heureux. C'est adorable, merci beaucoup. Nous on accueille tout le monde. On est presque préféré le N en même temps cette fois. Mais et tu vois, nous on adore aussi beaucoup de gens, et on pense que c'est cette trame qu'on a évoquée à la fin. Il faut que tout le monde puisse y contribuer, et donc on salue aussi le travail de Xavier Delaporte du Code à changer, qu'on aime beaucoup, et bien d'autres encore, et notamment en presse écrite. On les a pas trop cités, mais il y a plein de belles ressources. Donc allez-y, consommez un maximum, consultez un maximum de médias, nourrissez votre esprit critique avec cette matière à penser. Un énorme merci François, et vous qui nous écoutez, restez avec nous encore les 5 dernières minutes, c'est le moment du débrief. Merci François. Au revoir. François. Ciao. Salut, au revoir. Ciao. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. J'avoue que j'ai retenu plein de choses, mais la principale chose, moi, c'est ma tristesse que je voudrais vous partager. Ma tristesse. Ma peine de voir cette si belle émission s'arrêter comme ça. Je trouve qu'il y avait un beau relais, et je suis content de l'avoir reçu, je suis content de l'avoir entendu, et je suis quand même un petit peu triste de ce côté-là. Mais François, il est plein de ressources. Il écrit des bouquins, il a été en télé, on l'a pas cité, il avait été longtemps sur le plateau de 28 minutes sur Arte, l'émission d'Elisabeth Quint, il est en radio, il garde sa chronique dans la matinale, il est plein de ressources, très résilient, et je sens qu'il continuera le combat, et c'est très très chouette de l'avoir reçu, parce que non, mais dans un sens c'est un peu le mot qui me vient. C'est le message qui passe mais exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était vraiment cool. Je crois qu'on avait la bonne personne pour traiter d'un sujet auquel qu'on effleure dans plein de nos épisodes, mais qu'on a pu la traiter en profondeur. Comment finalement les médias traitent ce sujet des impacts de la technologie, comment les médias traitent ce qui est en train de se passer au niveau sociétal, grâce ou à cause de la technologie. Là, on a pu comprendre en profondeur, et même tout le monde n'étant pas dans les arcanes, le regard d'insider finalement des médias, de François. Et dans la façon dont tout ça est conçu, le cahier des charges aussi du service public. Alors nous, ce qui nous animait aussi tout particulièrement, c'est cette logique de service public. Il le rappelle lui-même, c'est-à-dire que les sujets dont on traite relèvent d'une forme de bien public, en tout cas c'est d'intérêt public que de les traiter en profondeur. Et si ça s'érode, qu'est-ce qui reste derrière ? J'espère French Tech le plus longtemps possible, toutes les autres initiatives, mais c'est pas une raison. Moi, je veux que le service public couvre ces sujets-là, et je veux que des émissions comme Le Meilleur du Monde ou Le Code à changer puissent exister. Continue et alors moi aussi j'espère que Trench Tech en tout cas va exister bien longtemps à tous les trois. C'est peut-être l'occasion de rappeler un truc qu'on ne dit jamais, mais il faut quand même se souvenir que Trench Tech c'est un collectif qu'on a au départ créé tous les trois. Il y a Grégoire à qui je fais signe juste derrière la caméra qui nous aide maintenant sur tout l'aspect production sur la caméra. Il y a tout notre crew de chroniqueurs. On les embrasse. Il y a Thierry qui s'occuppe de notre site web. Il a du boulot d'ailleurs, Thierry, bon courage. Oui, parce que peut-être que certains s'en sont rendus compte, on a eu des petits problèmes de site web au courant de l'été. Et que derrière tout ça, c'est une initiative totalement indépendante, totalement bénévole. Et on est
François nous l'a dit, ça fait plaisir. Une des clés de la solution, c'est-à-dire qu'on a parlé de la diversité des approches à la fois des médias publics, des médias traditionnels, à la fois des initiatives associatives, à la fois de ce que fait le CNUM avec les caféias, à la fois de comment l'école s'y intéresse. Et nous, on essaie d'amener finalement notre pierre à l'édifice de cette grande question. Tu sais quoi, ce que tu racontes là, le fait d'énumérer tous ces acteurs, moi ça me fait juste penser que c'est un écosystème, et un écosystème c'est vivant, et il faut qu'il vive le plus longtemps possible, et donc c'est jamais bon signe quand il y en a un qui disparaît, il faut vite qu'il y en ait un autre qui apparaisse à côté. François, t'as les clés, on attend que tu reviennes très très vite dans le paysage, à l'image de ce que tu nous as raconté dans l'épisode. Tout à fait. Ce qui est chouette aussi quand on réfléchit aux solutions finalement, et on retombe sur une notion de pharmacone avec le numérique, c'est-à-dire qu'on cherche maintenant à utiliser beaucoup le numérique pour sensibiliser sur les enjeux du numérique. C'est le numérique en tant que média, non seulement dans TikTok, mais aussi avec de nouvelles initiatives comme des podcasts ou comme Twitch par exemple. C'est vraiment chouette à voir. C'est changer le système de l'intérieur aussi. Je voudrais rappeler quand même un chiffre qui a été donné, qui doit faire partie probablement, vu qu'on est en pleine période d'élection, du plus petit parti représenté à l'Assemblée nationale, qui sont nos sénateurs qui sont au courant du numérique. Ils sont au nombre de 12 sur 577, donc ça fait très 2%. loin. J'ai fait le calcul entre-temps, ça fait 2%. C'est incroyable. Et c'est hallucinant. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut se prendre en main là-dessus ? Je pense qu'il faut qu'on continue d'évangéliser. Peut-être d'aller faire un tour à l'Assemblée nationale. Exactement. Et c'est l'occasion de saluer nos amis les éclaireurs du numérique qui ont un petit peu fait ça, effectivement. Et donc, on vous embrasse, vous aussi. Moi, je garderai juste pour dernier mot ce que nous disait François. C'est dans notre société et dans les médias qui en sont le reflet, aujourd'hui, quand on parle de progrès technique, on a l'impression que puisque c'est du progrès, ça avance, et donc on n'a pas besoin de le questionner. Et j'ai envie de citer Irénée Regnault, je crois que François l'a reçu aussi, ou en tout cas le connaît bien, et Irénée qui nous disait dans un épisode précédent, il n'y a pas de progrès technique sans progrès social. Il n'y a pas de progrès technique sans progrès social. Gardez ça en tête, les amis, pour questionner quand même le progrès technique, quand bien même on a le sentiment que ça nous fait avancer. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur la place accordée aux enjeux de la tech sur notre société dans les médias. On espère que cet épisode avec François Saltiel vous a plu au moins autant qu'à nous et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Ça donne du sens à notre engagement. Et vous, ça vous prend quoi ? Allez, 30 secondes à tout casser. Et puis tiens, pour nous quitter, j'ai envie de vous partager cet extrait du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Les mots peuvent ressembler aux rayons X. Si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi.